voilà, j'ai pas de questions à poser, mais plutôt une expérience à vous faire partager. Hein. Je suis viticulteur, je suis président d'ACAP de Libye, hein, ils se connaissent. Et donc j'ai vu ce film, je l'avais déjà vu avant, hein, mais je l'ai revu, et je comprends très bien le problème. Hein, et je partage tout à fait les soucis, et je peux vous dire qu'on est beaucoup de vignerons, peut-être qu'on ne le dit pas tous, mais on est beaucoup de vignerons à être sensibles à ce problème-là, et être conscients hein, que ces produits sont dangereux. Depuis déjà un petit moment, bon, on a mis des choses en place, hein, le certificat, on a déjà parlé l'an passé. On se protège plus que ce qu'on a pu voir dans le film, hein, même si c'est pas toujours efficace, mais au moins bon, on est quand même un peu plus protégé. Et puis je pense qu'aujourd'hui, ben, ça a été dit dans le film, c'est une révolution hein, qu'on doit faire dans l'agriculture et la viticulture, bien sûr. Mais voilà, c'est du confort abandonné, hein, ça a été dit aussi par M. Ferrand d'ailleurs, quand les produits sont arrivés, les herbages entre autres, c'est sûr que c'est un confort. Génial, hein, plus de charrues, plus de pioches, je vous garantis que c'est... Donc là, c'est ça qu'il va falloir abandonner. Donc nous, en tant que responsables professionnels, il faut qu'on convainque tous nos collègues. Parce qu'aujourd'hui, on est plus un peu dans le conflit hein, avec les riverains. On a mis en place dans notre département la charte voilà, avec pour les lieux sensibles, hein, qui est quand même beaucoup partie sur les riverains. On a fait plusieurs villages pour expliquer le souci. On a eu souvent plus de vignerons que de riverains qui venaient un peu écouter. Et comme ça, on a quand même pu convaincre nos collègues de faire attention et je pense qu'on évolue. Sans doute pas assez vite pour certains, mais voilà, ça évolue. Les appareils évoluent aussi. Hein. Je pense que les turbines, tout ça, ce qui va être fini. On a écrit aussi la charte régionale, donc on a demandé à passer d'ici 2025 à des appareils avec moins de dérives possibles. Donc voilà ce qu'on essaye de faire. Donc moi je voulais juste vous dire qu'on en est conscient. On va mettre aussi la culture bio. Et la culture bio, le problème c'est qu'il faut passer l'exploitation entière. Donc on travaille aussi sur des expérimentations pour démontrer à nos collègues que c'est possible. Voilà, en espérant que c'est possible, parce que je sais que par expérience, j'ai rencontré le cellier des dauphins avec Audiron, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, il y a beaucoup de vignerons en bio qui arrêtent à cause de la maladie du black crow, donc ils n'arrivent pas à traiter en bio. Il y a quelques problèmes aussi, et donc il ne faut pas incriminer non plus les viticulteurs, hein, il y a quand même souvent des soucis sur le terrain, alors, je ne sais pas, peut-être pas dans cette salle. Moi, je ne voudrais pas qu'on se retrouve sur le terrain avec des conflits de riverains, parce que voilà, tiens, vous nous empoisonnez. Il ne faut pas s'arrêter là, il faut plutôt un dialogue et puis essayer de trouver des solutions, parce qu'il faut leur accompagner pour faire cette révolution agricole et viticole, ça ne se fera pas en un claquement de doigts, mais voilà. Il faut discuter, travailler ensemble, hein, bon, mais ça aussi, il faut que tout le monde avance ensemble, mais surtout pas rentrer dans des conflits de village, aujourd'hui, ouais, dès que quelqu'un traite, on le... Oui, on s'est mis d'accord. Alors, voilà. moi, on vous rejoint et on vous remercie de votre intervention, mais je voudrais quand même rappeler quelque chose. Depuis les années 2000, depuis même 1992, on alerte. Pendant longtemps, il n'y avait pas de publication, de communication. Donc on pouvait entendre que le monde agricole n'entende pas, parce que ce n'est pas le monde agricole. C'est les organisations, et ce sont les firmes, et ce sont les structures qui vendent, qui n'entendent pas, et qui font de façon à ce que les agriculteurs et les éleveurs n'entendent pas. Mais je pense que depuis le Grenelle de l'environnement, il y a quand même une diffusion d'informations suffisante pour alerter sur les problèmes majeurs. Donc là, il faut que chacun devienne adulte et prenne ses responsabilités. Alors moi j'entends que effectivement c'est pas bon de se retourner, que les riverains se révoltent, etc. Mais vous savez, on voit des enfants en permanence. Moi je vous invite quand même, hein, les agriculteurs ou les viticulteurs qui n'ont pas compris que quand on utilise un canon et qu'on l'envoie près des maisons, etc., on porte une très lourde responsabilité. Vous allez dans les hôpitaux où il y a des enfants avec des cancers qui n'existaient quasiment pas il y a 30 ans. Et vous rendrez compte à ce moment-là que cette responsabilité, on ne peut pas continuer à l'ignorer et on ne peut pas dire on va encore attendre 30, 10 ans, 15 ans, etc. Donc, quand vous êtes, que vous demandiez à l'État de donner des aides, de former, de faire en sorte que vous puissiez acquérir du matériel qui vous permette de diminuer réellement l'utilisation de produits chimiques, ça, je pense que la population est tout à fait capable de l'entendre et d'accompagner ces changements.
mais il faut absolument que la profession ait envie de le faire. Or, la plupart du temps, eh bien, moi j'ai des réunions très fréquemment avec la FNSEA ou d'autres au niveau de Paris, au niveau du ministère, etc. Et je peux vous assurer qu'on est à reculons. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on essaye de dialoguer en expliquant la problématique majeure qui est notre santé publique et notre santé environnementale, eh bien on nous dit oui, mais vous êtes tous des rigolos, vous êtes tous des écolos. Moi, je n'ai pas l'impression d'être une écolo. Je suis chef d'entreprise et je connais les responsabilités sociétales que nous avons, je connais les responsabilités économiques que nous avons, je connais la responsabilité aussi du maillage économique que nous devons maintenir et mettre en place. Est-ce que le modèle agricole qu'on a mis en place ces dernières années le permet? Non. 25% des fermes ont disparu sur les 10 dernières années. Dans la même foulée, vous avez eu des PME, vous avez les PME qui ont disparu de la même façon. Donc, si vous voulez, là, on parle de vigne, mais moi, je parle plus globalement de l'agriculture. Eh bien, est-ce que c'est un modèle à suivre? Je n'en suis pas persuadée. Et vous avez un autre gros problème, c'est qu'il y a une mainmise sur l'agriculture et l'agroalimentaire sous des couverts de coopératives agricoles qui n'en sont plus, je ne parle pas des vôtres, parce que vous êtes encore sur le terrain et vous avez des gens proches, mais globalement, aujourd'hui, le monde agricole, il est tenu par qui? Par ces espèces de trusts financiers qui détiennent non seulement l'agriculture, mais qui maintenant détiennent 45% de l'agroalimentaire français. Et je pense que là, il faut qu'on redonne la liberté aux agriculteurs, il faut qu'on aide les gens à maintenir leurs exploitations et à pouvoir travailler décemment de vivre décemment de leur travail. Et je pense que la profession doit vraiment se sentir obligée aussi de changer la donne. On ne peut pas le faire à leur place, et après vous ne pouvez pas reprocher aux riverains de ne pas supporter qu'on vienne empoisonner, parce que malheureusement, vous le faites, c'est pas fait exprès, on l'entend, vous êtes dans votre profession, mais il n'empêche que ces produits, aujourd'hui, empoisonnent malgré tout, et qu'il y a un effet d'accumulation, aussi bien dans les sols que dans l'air que dans l'eau, qui fait qu'il faut qu'on change. Et effectivement, il faut qu'on change ensemble. Et on n'est pas là pour se stopper, mais il va falloir quand même que les responsabilités soient prises. Et on ne peut pas continuer à dire que les riverains sont des enquiquineurs à partir du moment où ils veulent simplement défendre la santé qui est due. L'État est responsable et là on met en danger la vie d'autrui, ce qui paraît quand même assez aberrant. Alors les paroles que je prononce choquent peut-être, mais quand je vous dis qu'on est à 400 000 nouveaux cas de cancer, c'est parce que on ne peut pas continuer comme ça, quoi. Donc ensemble, faisons de manière à ce qu'on change la donne et que vous ayez la possibilité de reformer les gens et puis de travailler avec les centres de recherche, etc., pour améliorer les techniques et faire en sorte que vous n'ayez plus besoin d'utiliser. Parce que je vous signale que malgré le plan Ecophyto 1, où on devait réduire de 50% pour 2018 l'utilisation des pesticides, le monde agricole agroalimentaire n'a pas changé d'un état, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on utilise autant, voire un peu plus, de pesticides qu'en 2007. Donc là, c'est intolérable. De la même manière, on est en train de travailler sur le plan Ecophyto 2. C'est un échec total. Donc là, on va partir sur un autre plan. Et bien sur ce plan-là, moi je pense que la profession doit prendre ça en main de façon absolument correcte et puis utiliser des méthodes d'agriculture biologique, utiliser d'autres méthodes qui existent. On ne dit pas que c'est du 100% à supprimer 100% parce qu'on peut en avoir besoin, mais il n'empêche que tout à fait de façon absolument économique correcte, quand on a des bonnes méthodes, on peut diminuer d'au moins 60 à 80% l'utilisation, et tout cela en ayant des rendements qui soient absolument corrects. Voilà, c'était surtout là-dessus que je tenais à appuyer. Je voulais, pendant que vous avez pris la parole en premier, c'est votre fête, hein. Mais c'est pas méchant, et ne le prenez surtout pas comme ça. Ce qu'il faut bien comprendre, est-ce que le monde agricole doit comprendre? Moi j'en viens aussi du monde agricole. Je suis fils, petit-fils, arrière-petit-fils de viticulteurs charentais qui distillaient sa récolte ou qui distillaient celle des autres pour en faire du cognac. C'est quand même des produits qui sont remarquables à travers le monde. C'est pas pour rien qu'ils sont exportés à 98%. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas vous laisser dire. Parce que le but de la manœuvre, c'est pas de faire en sorte de ne pas gêner les voisins. On n'a pas parlé des écoles. Moi, j'ai mes 6 petits-enfants qui ont été dans une école, tous les 6, dans une école où il y avait des vignes devant et des vignes derrière. Et moi, j'ai vu les viticulteurs de devant et de derrière se cramponner
à 50 cm parce que le préfet avait dit qu'il fallait que ce soit attendable. Mais moi, je ne les ai pas, alors je peux venir traiter quand je veux. Ça, si on travaille comme ça, c'est pas utile. Et c'est pas utile que je parcours la France pour aller parler de ce film ou d'autres, s'il faut. Il faut savoir qu'en état des connaissances que nous avons aujourd'hui, en 2018, nous sommes bientôt en 2020, vous vous rendez compte? Moi, je suis né en 1946. Vous vous rendez compte ce qu'on a fait comme, par palier où on est arrivé? C'est qu'il faut mettre un point final à l'utilisation des pesticides. Et tout et doucement, il ne s'agit pas de faire une révolution, ce serait ridicule, ça ne tient pas la route, et je ne serais pas crédible. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. C'est que vous, monsieur, en tant que vigneron d'ici, on dit viticulteur, parce qu'on ne cultive pas notre vin, en tant que viticulteur, responsable de coopérative, un autre viticulteur, membre du conseil d'administration de la MSA, ou dans une autre coopérative, ou dans une coopérative d'approvisionnement, c'est à vous de faire bouger les lignes. C'est à vous, par exemple, aux membres des conseils d'administration de la MSA, je le dis très fort et j'attends que la MSA me poursuive en diffamation parce qu'on rigolerait bien. Quand est-ce que la MSA va sortir ses chiffres? Quand est-ce que cette maison va devenir transparente? Et vous êtes des agriculteurs qui êtes à l'intérieur. Vous pouvez avoir, vous savez, vous, ici, dans votre MSA, le nombre de cancers qu'il y a eu, il ne s'agit pas de dire qui y a eu et qui est mort, il s'agit de dire de savoir où on en est. Secret défense. Sachez bien ça. C'est ça qu'il faut arrêter. On doit travailler, si on veut réussir, parce qu'il va falloir réussir. Vous avez vu le nombre de maladies de Charcot? Moi, chez nous, ça explose. Les maladies d'Alzheimer, les maladies de Parkinson, des choses qu'on avait vues, mais que quelques personnes par-ci, par-là, c'est à toutes les portes. La maladie de Charcot, dans un voisin, 37 ans, il avait. Hein? Vous vous rendez compte? Vous avez entendu parler de ça, vous? Des viticulteurs, hein? Il faut absolument que la profession, d'où qu'elle vienne, quelle qu'elle soit, se mette bien dans la tête que c'est l'objectif, c'est 0 pesticides. Et vous avez une étude qui a été faite, et je vous conseille de la prendre et de la lire, pas une seule fois, parce que vous n'allez pas dormir le reste de la nuit. Vous avez une enquête que le Sénat a menée avec Nicole Bonnefoy et Françoise Primat, qui s'appelle le pesticide vers le risque zéro. Et bien là-dedans, vous avez des informations. Et une quinzaine de sénateurs et techniciens du Sénat sont allés faire des enquêtes partout, un peu partout en France. Moi, je les ai accompagnés en partie. Et on est allé écouter les résultats. Ben, quand vous avez un sénateur de la Guadeloupe qui monte au Sénat raconter ce qui se passe chez lui et qui dit « Messieurs, mes collègues, vous savez pour combien de temps, grâce au chlordécone qu'on a mis sur les bananes et les bananiers, vous savez pour combien de temps les sols sont stériles? Vous savez 700 ans, analysés par des gens sérieux et des gens indépendants et des laboratoires dont on ne peut pas mettre la qualité en doute. Et à côté de ça, vous avez les gens qui vivent sur le pourtour, dont l'alimentation était la gambasse blanche. La gambasse blanche a disparu. C'est bien une raison. Est-ce que vous voulez que dans les vignobles de Bourgogne, on en arrive là? Parce qu'on en arrive là. Pourquoi est-ce qu'on trouve de l'atrazine encore? Quand on fait des analyses de cheveux de gamin, on retrouve de l'atrazine. Il y a combien de temps qu'on n'a plus le droit d'utiliser? Pendant combien de temps allons-nous trouver du glyphosate? C'est ça qu'il faut se poser. C'est plus. Il faut trouver des techniques et savoir se garder ce médicament comme un médicament. C'est-à-dire vraiment dans les périodes de grands besoins, parce que les maladies cryptogamiques, on peut difficilement les suivre. Hein, c'est ce que vous disiez pour le rot brun, par exemple, pour les vignes, et pour d'autres, le mildiou. Écoutez, c'est peut-être un peu décousu. Ça ne vous a pas posé problème, vous, quand vous avez commencé à mettre des pénétrants dans vos vignes et des systémiques? Ça ne vous a pas gêné? Mais moi, non. Et je faisais de l'expérimentation. Et j'ose dire aujourd'hui, ben, je n'ai pas été un grand garçon parce que, justement, j'étais dans un organisme de recherche et j'aurais dû le dénoncer. On avait essayé un petit peu, et notre patron, qui était un agro de Montpellier, hein, c'est pas n'importe qui, surtout de ces époques-là, quand un gars sortait, même encore, hein, de Montpellier, c'est la viticulture, c'est
C'est l'école de la viticulture. Quand ce gars vous dit non, non, mes enfants, vous ne craignez rien, quand on arrive à l'expérimentation de nos produits, les problèmes humains sont gérés par les fabricants. Tu penses que oui, les fabricants, ils veulent de l'argent. Et ça m'amène à dire, au final, qu'est-ce qui compte le plus? C'est la santé publique ou c'est les comptes? Votre compte au Crédit Agricole ou ailleurs? Qu'est-ce qui compte le plus? Bien sûr que les comptes, il faut bien vivre, mais la santé publique, ça vous émeut pas qu'on parle de ça aujourd'hui? Ben moi si. On n'entend pas. J'ai une remarque à faire et une question. Alors, une remarque à Marie Tessier par rapport au nom scientifique de chez Maillard ou Monsanto. Je suis désolé, mais ce ne sont pas des scientifiques. Si, Ce sont des concepteurs de produits. Oui. Mais Déjà. Ah, mais c'était volontaire. Qui travaillent pour l'indépendance et pour bien la présence. Ouais. Alors la question aussi que je voulais poser, pourquoi tous ces consommateurs qui veulent depuis des années des émissions sur l'empoisonnement de la nourriture, ils continuent à l'acheter? ah, c'est bien la question qu'on se pose. Alors, moi, je pense il y a du marketing un peu partout. Et vous aurez remarqué une chose, hein, c'est que quand on vient annoncer quelque chose, un danger par rapport à un produit ou par rapport à un aliment, le lendemain, vous avez un grand scientifique grassement payé par la pharmacie ou l'agrochimie qui vient vous dire absolument le contraire. Et vous savez que nous, en tant que génération future, et pourtant Dieu sait si on essaye de travailler avec les agriculteurs et les autres, mais on dérange terriblement les firmes. Et si vous saviez le nombre de CV qu'on nous invente, on nous invente des vies et on les affiche, bon, ils restent juste à la limite pour qu'on ne puisse pas les poursuivre, mais ça arrive tous les jours. Et encore, agriculture, environnement, avec quelqu'un connaissait, enfin vous connaissez certainement Gilles Rivière-Weinstein. C'est un type qui, quand on connaît son CV, est quand même quelqu'un qui n'est absolument pas fréquentable. Il est grassement payé par tous les groupes chimico-industriels. Il a un site et il a une publication qu'il diffuse, je crois, un peu plus de 4 ou 5 000 exemplaires tous les mois. Et sur ce site, eh bien, régulièrement, tous les 6 mois, 8 mois, 1 an, on a des belles photos. Moi, actuellement, on voit ma tête avec un joli petit dessin de robe assez sympathique. Et soi-disant qu'on est payé par toutes les firmes de la bio, ce qui est complètement ridicule. Moi, le travail qu'on fait, on ne le fait pas pour nous. Moi, ça ne me rapporte rien. Ça me coûte, mais je le fais par rapport aux populations, par rapport aux problèmes que nous avons au niveau de la santé, et certainement pas pour ça. En revanche, ce monsieur qui écrit pour ces grandes firmes en étant payé royalement est payé par Bayer, BASF, Monsanto et les autres. Et c'est diffusé dans le monde agricole. C'est pour ça que je dis que le monde agricole doit être informé aussi. Parce que malheureusement, dans certains secteurs, ils n'ont pas forcément le temps d'aller lire un petit peu la presse autre que la presse qui leur est donnée par le système. Et du coup, ils ne sont pas forcément au fait de ce qui se passe réellement. Et quand les abonnés à ce type de revue, ou les abonnés à Agro, ou des structures de ce type, n'ont que cette lecture, eh bien, finalement, ils sont de bonne foi quand ils continuent à travailler avec certains produits et avec certains process. Donc c'est vrai qu'ils se prennent pour des scientifiques et je peux vous assurer qu'ils sont absolument persuadés qu'il n'y a qu'eux qui existent, mais je suis complètement de votre avis. Bonjour à tous, donc Patrick Desroches, je suis maire de Viray. Je voudrais simplement, nous, en tant que... je ne suis pas du monde viticole, donc je veux simplement dire qu'aujourd'hui, on sent vraiment, au niveau du monde viticole, qui sont dans la culture raisonnée et qui cherchent aussi aujourd'hui à savoir ce qu'ils font. Et je veux dire, aujourd'hui, pour nous, c'est un véritable aide. Je ne suis pas du monde viticole et encore aujourd'hui, à chaque fois, je suis obligé d'intervenir entre riverains et viticulteurs. Et aujourd'hui, les viticulteurs sont des véritables... Tous les syndicats viticoles nous aident vraiment à expliquer ce qu'ils font.
Et aujourd'hui, on sent aujourd'hui qui maîtrisent, qui traitent de moins en moins. Mais on l'a aussi tous les jours. Tous les jours, je veux dire, moi aujourd'hui, je suis pas du monde viticole, et aujourd'hui, c'est des véritables appuis. Aussi, on a eu, nous, autour de l'école de Virène, on a eu des problèmes. Et aujourd'hui, on a réuni tous les viticulteurs, tous les exploitants autour. Et c'est clair qu'aujourd'hui, on a mis en place une charte. Et ça s'est très bien passé aussi. Alors après, de dire aujourd'hui, encore une fois, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un viticulteur, et je suis quelqu'un de la vie, on va dire. Et donc aujourd'hui, c'est clair qu'on ne peut pas, à chaque fois, faire des oppositions des deux côtés, mais aujourd'hui, il faut qu'on soit dans une phase de construction. Bah oui. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et aujourd'hui, je peux le dire aujourd'hui, je ne suis pas un défenseur du monde viticole, mais aujourd'hui, c'est des vraies aides. Le syndicat viticole nous aide aujourd'hui à expliquer ce qu'ils font tous les jours. Oui, l'expliquer ne suffit pas, mais aujourd'hui, c'est des véritables aides. Ça, je tenais à le dire Oui, aussi. expliquez pourquoi les intrants sont encore plus importants aujourd'hui qu'hier. Oui, non, expliquez. Aujourd'hui, il y a simplement une chose Mais que non. j'ai vue depuis le début. Depuis le début, je veux dire, à chaque fois, je veux dire, il faut aujourd'hui, je suis un consommateur de tous les jours aussi, et à un moment donné, il faut aussi savoir écouter des deux côtés. Non mais on entend. La culture raisonnée. Et encore une fois, je ne suis pas scientifique, vous sortez tout un tas de chiffres. Oui. Après, à un moment donné... On les donne, les chiffres, parce que c'est le... on s'en va pas dans le bon Et en sens. plus, c'était très difficile de parler derrière vous, et je compatis complètement tout ce qui vous est arrivé. Mais ceci dit, moi, je n'ai pas ces problèmes-là et je suis très à l'aise par rapport à ça. Je le comprends, on n'est pas dans l'affectif, on est dans le réel. Et les chiffres que je vous ai donnés, je peux vous assurer que ce n'est pas les bio qui les font. C'est le... Non, mais je vous le dis parce que c'est important, vous êtes élu. Attendez, vous êtes élu, donc c'est très important que vous sachiez. Vous m'excuserez, j'aimerais bien que vous compreniez ça. C'est l'Institut national du cancer, monsieur. Et en tant qu'élu, vous les portez, ces responsabilités. Donc moi, je l'entends. Visiblement, depuis 2 ou 3 ans, il y a une écoute. Enfin, on commence dans le monde agricole à se remettre en question. Tant mieux. Oui, mais attendez, c'est bien. Et moi, on ne peut que s'en réjouir. Il faut l'accepter aussi. Mais tout le monde l'accepte, mais il faut que ça aille vite. Comme le disait monsieur, ça on l'entend. Ça se fait pas simplement comme ça. Il y a 50 ans que ça dure. Il y a 50 ans que ça dure. Quand même, il faut vous remettre en question. Le problème de l'agriculture bio, il a quel âge? Et vous n'allez pas me dire que les quelques, en France, d'une manière générale, les quelques agriculteurs qui sont en bio sont en force. Il y en a de plus en plus, et tant mieux. Mais ils sont pas. Et quand vous parlez de culture raisonnée, on ne peut pas vous laisser dire ça. La culture raisonnée, ça n'existe pas. La culture raisonnée, c'est fait pour faire reluire l'antenne du fabricant de produits. Parce que ça, vous savez, ça va beaucoup plus loin que ça. Et bien en dehors de la Bourgogne et de la France. Regardez ce qui se passe en ce moment. Monsanto est en train d'être acheté, machiné par Bayer. On ne sait pas trop ce qui s'y passe. De toute façon, c'est des jeux d'action et on ne saura jamais. Vous êtes-vous rendu compte que les semences sont aux mains de qui? Plus un agriculteur ne pourra échanger ses semences avec son voisin. Donc, vous avez des sociétés qui vont être propriétaires de la chimie qui fait des médicaments, de la chimie qui prépare des pesticides et autres, plus généralement, et qui va détenir les semences. Eh bien, qu'est-ce que vous appelez? Ces gens-là, ils vont pouvoir mener des pays comme l'Amérique du Sud à la ruine. C'est eux qui seront les patrons du monde. C'est pas du tout ce que j'ai voulu. J'ai pas voulu commenter. Non, mais vous avez raison. Il faut rester optimiste. Moi, je pense qu'il faut rester optimiste. Et ça veut dire que le fait qu'il y ait des gens qui se déplacent, qui viennent dans ce genre de dialogue, comprennent qu'en face, il y a des parents, il y a des gens qui vivent des difficultés majeures parce qu'il y a des problèmes de maladies qui sont là, malheureusement, et qui sont dus à ces produits. Donc aujourd'hui, à partir du moment où il y a cette prise de conscience, où il y a cette volonté d'agir, eh bien, il faut qu'ensemble, on fasse de façon à ce que cela aille très vite. Et à partir de là, eh bien, les riverains seront apaisés parce qu'ils ont peur, et c'est leur vie quand même qui est en jeu, c'est quand même quelque chose d'assez grave. Et en même temps, les agriculteurs et viticulteurs ont cette envie de changer, et il faut en même temps qu'on soit capable, vous autres élus, moi je ne suis pas élu, mais on travaille beaucoup, que ce soit au ministère de l'Agriculture ou ailleurs, il faut qu'on arrête de nier une réalité,
parce que c'est encore le cas malheureusement beaucoup trop fréquemment. Je ne dis pas dans le secteur, apparemment c'est en train de bouger, tant mieux. Mais ce n'est pas le cas partout, loin, très loin s'en faut. Donc il faut qu'on regarde les choses en face. Et les élus portent cette lourde responsabilité, puisque vous avez quand même des comptes à rendre à la collectivité, et il faut regarder des deux côtés. Mais quand vous avez un produit dangereux, on est en train de réduire la vitesse sur les routes parce qu'il y a des morts. Et bien de la même manière, ces produits qui aujourd'hui impliquent un certain nombre de maladies, il faut qu'on réagisse ensemble. Donc ça veut dire qu'il faut que vous aidiez le gouvernement à donner des aides pour qu'on forme les gens. Il faut qu'on arrive à réduire au maximum la production et il faut que le monde agricole, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans ce secteur-là, se remettent en question. Et il y en a certains qui l'ont fait, il y en a certains qui avancent et qui avancent dans le bon sens, mais il faut qu'ils arrivent à dire aux autres que tout le monde doit aller comme ça, parce qu'autrement, c'est les textes de loi qui sont... Aujourd'hui, c'est ce que Marc a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, le monde viticole a bien conscience de ça et agit dans ce sens-là. Pas tous. Pas tous. Mais bien sûr. On peut peut-être passer la parole. Monsieur le maire de Virey, il faut peut-être aussi faire circuler la parole dans le public. Ouais, non, mais Non, mais il n'y a plus rien, c'est nous qui avons monopole. pour l'instant, c'est pas moi qui monopolisais la parole, là, je suis désolé. C'est un peu... Si, Bon, c'est bah, je nous. vous rends la parole. Si, Non, si. mais je vous la rends. Moi, je voudrais poser une question. Chacun son tour, chacun son tour. Non, mais c'est bien. Non, moi, je pense que c'est pas... Ah, non, mais pour l'instant. C'est nous qui avons... Oui, bonsoir. Voilà, il y a quelques temps, j'ai regardé une émission, ça doit être sur la 5, et c'était sur comment guérir la vigne. Ils nous présentaient des chercheurs français qui étaient en train de breveter un produit. Donc ils avaient une petite fiole de concentré d'algues. Ils faisaient leur expérience dans le domaine bordelais. Et comment se fait-il qu'on n'en entend pas plus parler quand on voit l'état des vignes, la grosseur des feuilles qui sont guéries, la grosseur des grappes, tout à fait bio, et qu'ils ont des produits qui peuvent résister à l'état de pesticides. Pourquoi est-ce que le gouvernement français ne met pas plus en avant ces chercheurs Et non, ils sont pénalisés encore pour Alors, l'instant. je vais vous expliquer. Vous savez que pour avoir le droit d'utiliser des produits, ça les viticulteurs le savent bien, vous avez l'obligation de déposer des dossiers extrêmement complexes qui coûtent très très cher et vous demandez des autorisations de mise en marché. On a les mêmes obligations pour les purins d'ortie ou des extraits de plantes que pour un produit qui va être extrêmement dangereux et qui va faire. Donc, c'est les grandes firmes chimico-industrielles qui n'ont absolument pas envie de perdre des parts de marché, font de façon à ce que ces produits-là mettent le plus longtemps possible à pouvoir avoir leur agrément. Et en plus, en général, ce sont des petits laboratoires qui n'ont pas les moyens de financer donc ces mises sur le marché. Et on va leur demander de faire des preuves pendant 7, 8 ou 10 ans. Vous savez qu'au niveau arboriculture, dans les zones d'arboriculture, ils ont trouvé que certaines maladies des arbres pouvaient très très bien se soigner, en bio notamment, avec du petit lait. Eh bien, pour le petit lait, il a fallu préparer un dossier de demande, Bruxelles, France, etc., pour pouvoir avoir l'autorisation de les utiliser. C'est-à-dire que les agriculteurs, s'ils le font, ils sortent la loi et ils peuvent avoir un gros procès. Donc c'est comme ça que ça se passe actuellement en France. Et ça, vous ne le savez pas, mais les grandes firmes chimico-industrielles bloquent tout. On a demandé, nous, c'est le rôle de nos associations aussi, parce qu'on doit aider les agriculteurs à avoir des outils. Eh bien, on a demandé à ce qu'il y ait des facilitations pour ces produits peu préoccupants. Malheureusement, on a réussi à avoir des choses pour le purin d'ortie, mais pour le reste, jusqu'à maintenant, au niveau du ministère, ça ne change pas. On a changé, vous savez, d'agence de sécurité. Maintenant, c'est l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité, qui s'occupe de l'ensemble et qui donne ces autorisations, ces sorties du giron du ministère de l'Agriculture. Ça n'avance pas plus vite parce qu'ils subissent les mêmes pressions. Moi, je suis souvent avec ces scientifiques-là parce que je fais partie de certaines commissions de l'ANSES et je peux vous assurer que les scientifiques à l'ANSES n'ont pas la liberté d'agir comme ils le veulent parce que vous avez une force, un lobby qui est impressionnant et du coup, eh bien, qui en sont aussi les victimes? Eh bien, ce sont nos agriculteurs, nos viticulteurs, parce qu'ils pourraient avoir disponibles ces produits-là, mais on ne les laisse pas se diffuser parce qu'il faut ces autorisations. Quand on va dans l'empanchage avec juste la petite fiole, ils sont capables de traiter au niveau de longueur et de Vous avez une c'est impressionnant. autre recherche. Des travaux vous avez une précision pour en faire Ouais, il y a déjà le professeur Georges Toutain qui travaille sur les huiles essentielles. Qui est dans la même situation.
Il y a ce monsieur, puis il y a un autre monsieur là-bas qui demande la parole. Mais, Il y a une expression que je ne supporte absolument pas, c'est l'agriculture raisonnée. C'est un concept qui est inventé par Auchan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un agriculteur qui utilisait des doses dont on ne connaît pas du tout la dose, pour le cas, ne diminuer tant soit peu pour pouvoir avoir ce label. Et je veux dire à Marc, je suis un peu surprise qu'il évoque encore l'éventuelle pérennité du bio. Je pense qu'il sait, comme tout le monde ici, que dans un village où il a dit qui s'appelle Trusy, il y a des viticulteurs qui sont en bio depuis 1954, qui s'en sortent très bien. Oui, je suis un habitant de Clessé et je voudrais simplement dire quelque chose. C'est qu'il y a beaucoup, je suis un habitant de Clessé et je voudrais dire quelque chose. C'est que l'année dernière, il y a un conseiller municipal qui est venu me rapporter de la part de ses collègues viticulteurs des menaces de mort sur la tête de ma femme. Bon, j'ai pas porté plainte, mais je suis allé déposer quelque chose en gendarmerie, je l'ai donné aussi au maire. Voilà l'ambiance quand on essaye de lever un tout petit peu le petit doigt pour dire qu'en tant que riverain, on en a marre d'un certain nombre de pratiques. Quand on a une maison au milieu des vignes et qu'on est arrosé alors que la propriété appartient à différents viticulteurs, on est arrosé tous les jours par différents passages, sans tenir compte du vent, alors qu'on n'est pas très loin de l'école et qu'il y a des enfants qui habitent à proximité. Mais quand on dit quelque chose, on nous dit « vous n'aviez qu'à pas venir vous installer ici, vous n'avez qu'à partir, tu n'as pas le droit de marcher sur les chemins de la propriété foncière ». Voilà le rapport avec les viticulteurs qui, quelque part, représentent aussi un pouvoir dans une commune dans laquelle on n'a pas le droit de parler. Mais moi, je parle et je dis que ça ne me plaît pas. Je suis professionnel de santé, par ailleurs, et je considère qu'il y a un certain nombre de choses où il faudrait véritablement réfléchir tranquillement. Et le débat tout à l'heure n'était pas tranquille. Alors je pense que... Eh oui, mais vous non plus, en tant qu'élu, vous n'étiez pas tranquille. C'est dommage. Je suis tranquille, je peux vous dire que je suis serein. Je peux vous dire, après, si j'ai le droit de parler, parce que je peux répondre. Moi, aujourd'hui sur Viray, hein, je parle de l'endroit où je connais, à chaque fois qu'il y a des problèmes entre riverains et viticulteurs, je leur demande simplement d'échanger leur numéro de téléphone. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a une véritable prise de conscience, et c'est clair que le viticulteur qui le matin va s'arranger pour traiter le matin loin des maisons, et à un moment donné va revenir vers les maisons, mais au moment où ça dérange le moins. Et si un jour sa cuvée est pleine et qu'il doit le faire à midi, eh ben, ils ont le téléphone et il va appeler et ils vont s'arranger. Moi aujourd'hui, ce que je préconise, c'est la discussion. Après, encore une fois, je ne suis pas du monde viticole. Alors tout à l'heure, j'ai employé le mot agriculture raisonnée, excusez-moi, c'était pas pour... mais à un moment donné, je ne connaissais peut-être pas ce que ça voulait dire, mais après que ce soit Auchan qui l'ait fait, croyez-moi, je ne suis pas un grand défenseur de la grande distribution non plus. C'est l'Institut de protection des plantes qui l'avait fait. Je ne suis pas un grand défenseur de la grande distribution et je pense que si chaque Français doit maîtriser son achat, même s'il n'a qu'un euro à dépenser. Mais on est complètement d'accord, c'est l'UIPP, c'est l'Institut de protection des plantes, c'est-à-dire que c'est les chimistes qui l'ont fait, et ça a été fait en 92 quand le cahier des charges agrobio européen a été mis en place parce qu'ils avaient peur de perdre tout leur marché. Donc ils ont inventé cette agriculture raisonnée. Il y a des gens en agriculture raisonnée, ceci dit, qui travaillent très bien, mais vous avez aussi des agriculteurs et des viticulteurs qui ne sont nulle part, mais qui travaillent très très bien, et ceux-là, il faut les respecter. Mais je dirais que le fait de traiter à certaines heures, malheureusement, c'est mieux, effectivement, parce que vous avez... mais malheureusement, ça va dans les... Non mais... Derrière moi, c'est toujours un traitement, oui, mais après, à un moment donné, il faut que tout le monde apprenne. Non mais il y a une chose, c'est qu'on sait que ces produits sont dangereux. Et le fait, c'est ce que vous voyez, c'est ça qu'il faut peut-être qu'on réapprenne à entendre. C'est-à-dire que malheureusement, eh bien, quand ça a été traité et qu'il y a un peu de vent et que ça vient dans une cour et que le chien rentre et qu'il ramène ça sur le tapis, etc., vous pouvez développer une leucémie, vous pouvez développer d'autres maladies. On ne saura pas que ça vient de là et ça vient de ce fait. Donc, quelque part, c'est effectivement déjà beaucoup mieux parce qu'ils ne l'auront pas en direct, il n'y aura pas de choses rapides. Mais ceci dit, ça n'empêche pas de développer une maladie un peu plus tard. Donc je pense qu'il faut qu'on soit conscient que ce sont des produits dangereux, qu'il va falloir qu'on
n'utilise vraiment quand c'est nécessaire, et qu'à côté de ça, on donne la possibilité et on donne les outils aux agriculteurs de travailler différemment et de ne plus les utiliser comme c'est fait actuellement. Après, qu'on en ait besoin parce qu'il y a une année spécifique ou parce qu'il y a eu un problème pédoclimatique à un moment et qu'on le fasse, mais que ce soit du systématique comme on le fait maintenant, c'est un peu criminel quand même. Alors aujourd'hui, ça date de ça. Vu l'extérieur, encore une fois, je suis pas viticulteur. Aujourd'hui, on entend le mot pression de la maladie. On parle avec un micro où on Alors, il y a une chose aussi, il faut savoir que les plantes qui ont été traitées pendant des années et des années, avec des sols qui sont plus ou moins morts, où il n'y a plus de vie microbienne, où il n'y a plus de vie comme ça, elles sont beaucoup, beaucoup plus fragiles. Vous pouvez demander à tous les viticulteurs, à tous les agriculteurs qui sont en bio depuis un certain temps. Et je parle de la viticulture parce que ce sont des plantes qui restent, tout comme les arboriculteurs. Eh bien, quand ils sont, au bout d'un moment, quand on est dans une logique de vie, eh bien, la plante est beaucoup plus résistante et elle fait face beaucoup plus facilement aux maladies. Quand vous êtes avec des plantes qui sont traitées en permanence, eh bien, vous avez des résistances énormes. Ça veut dire que si vous ne traitez pas, ben, ça retombe malade. Mais on tombe dans l'aberration, c'est-à-dire que plus vous en mettez, plus il faut en mettre. Donc il faut aujourd'hui qu'on reparte sur l'agronomie et qu'on refasse. Mais il faut qu'on fasse cet effort, parce que depuis 2007, où on devait réduire de 50%, on n'a fait qu'augmenter l'utilisation des produits chimiques de synthèse, et il faut que les gens regardent cela en face. C'est vraiment là où il faut travailler et arrêter de mettre la tête dans le sable en disant on fait des efforts. Et faire des efforts, et on veut communiquer partout pour dire qu'on a fait des efforts. Non. Il y a des gens derrière. Moi, je vous réponds à... Attendez, excusez-moi, c'est à moi. Par rapport à Non, mais vous allez garder ça pour ce qui est effectivement sur l'importance des plantes, demander aux viticulteurs qui utilisent des clones, demander aux viticulteurs qui utilisent des clones, c'est-à-dire des plants clonés, et qui fonctionnent avec des hormones de bouturage et de croissance pour être sûr qu'ils reprennent, demandez-leur le pourcentage de pertes qu'ils ont sur ces parcelles-là comparé aux parcelles anciennes. C'est catastrophique. Moi, je voulais juste intervenir sur deux points qui me semblent importants dans ce qui a été dit. Lorsque j'entends, là c'est le président donc, de la COP on a toujours quelqu'un qui nous dit oui, mais il y a des gens qui sont en bio et qui en reviennent. Attendez. Pour l'instant, le nombre d'agriculteurs et de viticulteurs bio n'arrête pas d'augmenter. Donc arrêtons les contre-informations là-dessus. Effectivement, ça pose des problèmes. Souvent, il y a encore plus de boulot en bio parce qu'on est en train de chercher des choses, etc. dans ce domaine-là. Et effectivement, vu les facilités qu'il y a à utiliser ce genre de produit, où Mme Pétier le précisait, on n'est pas au bout de nos peines dans ce domaine. Mais c'est vraiment quelque chose qui est une contre-vérité de dire il y a des gens qui reviennent, comme si finalement, ils en reviennent de la bio. Voilà. Non, il y a de plus en plus de viticulteurs et d'agriculteurs bio. Autre exemple des difficultés dans un autre domaine que la viticulture, les bovins, je fais partie du comité vérité pour Jérôme Laronce qui a été abattu par les gendarmes suite à des contrôles de la DSV, de façon complètement catastrophique. Il y a des éleveurs de bovins qui se font attaquer et qui sont menacés de voir leurs troupeaux saisis. Pourquoi? Parce que quand la DSV fait un contrôle, ils n'utilisent plus d'antibiotiques, ils sont en bio. Donc, maltraitance animale. Voilà, c'est magnifique. Alors, c'est vrai que les vétérinaires, c'est eux qui vendent la pharmacie. Et autre point qui me semble un petit peu important, par rapport à l'utilisation, monsieur le maire disait, on utilise de moins en moins de... Non, il y a de plus en plus de produits pesticides utilisés en France. Et j'ai un cousin dans les Pays de Loire qui fait de la pomme. Comme on ne doit pas mettre plus de temps de produits par traitement, ils font 3 produits dans le même traitement. Et il fait 46 traitements par an aujourd'hui. Alors effectivement, il fait un peu comme beaucoup, il commence à hésiter beaucoup à manger ses pommes. Alors, il y a une chose quand même qu'il faut effectivement savoir, c'est que les analyses qui ont été faites sur la dangerosité des produits ont été faites sur une seule molécule. Or,
dans nos aliments, nous on a fait des analyses d'aliments, on ne le fait pas pour embêter le monde, hein, mais on le fait par rapport aux problèmes qu'on trouve. On a fait des analyses notamment sur les céréales du petit déjeuner, et on a trouvé jusqu'à 15 molécules différentes de pesticides. Alors certes, à des doses qui par molécule ne dépassent que rarement le taux admis, mais quand vous en mettez 15 et que vous démultipliez ça, et qu'on sait pertinemment que l'effet cocktail n'a jamais été analysé, eh bien on peut se poser des questions. Parce que là on parle des vignes, mais le reste de la chaîne alimentaire est parfois pire. Il faut bien qu'on comprenne que c'est un ensemble de choses que nous devons revoir. Oui, je voulais répondre à monsieur. C'est tout à fait juste ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la sélection clonale, alors qu'on a abandonné la sélection massale, qui voulait bien dire son nom, c'est-à-dire qu'on allait dans des vignobles, le viticulteur savait repérer des pieds qui étaient résistants à la maladie. Quand on a fait la sélection clonale, et j'y ai participé en Charente en tant que technicien du Bureau national interprofessionnel, on a cherché quoi? On a ressorti 3 clones. On a simplement recherché la production de la quantité, parce que vous savez qu'en Charente, on n'est pas limité par le volume à l'hectare, puisqu'il faut des vins à faible degré et très chargés en acidité pour pouvoir les conserver naturellement. Donc on est dans une autre technique. Alors on a fait des clones, on les a trouvés. Un mamin qui était fait à partir d'une traille qui produisait je ne sais pas combien d'hectos de vin, c'est complètement perdu, puisque ces pieds se sont perdus, justement en mettant des hormones pour les faire raciner davantage. Il faut voir dans quel état sont les pieds quand on les plante après. Tandis que cette sélection massale qui était faite par le viticulteur qui savait ce qu'il faisait et qui donnait ces greffons-là portés à son pépiniériste, quand il ne les greffait pas tout seul dans la reconstitution du vignoble, il y a même des viticulteurs qui faisaient les greffes eux-mêmes. À ce moment-là, on a sélectionné des plants, alors de vignes si on est ici, qui sont à la fois, qui avaient moins de maladies. On dit, tiens, celui-là, il n'a pas de mildiou, ou il en a moins, et ainsi de suite. C'est là, comme ça. Ça, c'est des pratiques très anciennes. Alors, c'est vrai que ça ne fait pas très moderne. Mais justement, la modernité, c'est de tenir compte de ce qu'on a fait dans le temps pour pouvoir mieux avancer. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui nous a trompés, et je le dis dans le film, parce que je l'ai ressenti comme ça, c'est qu'on a été trompés partout. Moi, quand je suis rentré au lycée agricole en 1960, c'était l'engrais azoté, l'engrais qui fait pousser. Hein? Les vaches, il fallait les traiter de partout, des antibiotiques. Pourquoi? Et la vie, c'est toujours comme ça. On fait des traitements de prévention. On n'a pas de produits curatifs. On parle du mildiou, des maladies cryptogamiques d'une manière générale, parce qu'on a abordé tout à l'heure avec le black rot, ou le rot brun, je ne sais plus, peu importe, c'est les voisins. Mais les insecticides qu'on a utilisés, on les a fait utiliser. Vous savez pourquoi? Parce qu'il fallait, après la guerre, des endroits où les troupes d'occupation étaient comme nous, alors à Cognac, il y avait une base aérienne. Eh bien, c'est un cousin qui m'a raconté ça quand mon fils est décédé. Et son père était maire de Secondac, qui est la capitale de la Grande Champagne. Et bien, on l'a obligé à aller à la base aérienne chercher des produits pulvérisants. Il ne savait pas trop ce que c'était. Et puis, eux, ils étaient gamins avec son frère. Ils se mettaient pieds nus, puis ils trouvaient que c'était bien de marcher là-dedans, parce que c'était pulvérisant, c'était rigolo comme tout. Oui, ben lui, mon cousin, il est mort à 85 ans, mais son frère est mort à 20 ans. En se demandant bien ce qu'il avait eu, il avait une maladie qui vraisemblablement était liée. Et ces produits-là, il a fallu les réutiliser, et on en a fait des insecticides. Et c'est là qu'on s'est mis à trouver des insectes partout dans les vignes, ou des acariens. Vous ne vous rappelez pas quand on comptait les acariens avec un compte-fil, hein, et puis quand on envoyait 3, enfin, hop, il faut traiter. On a détruit complètement comment on appelle ça, l'équilibre des insectes dans les vignobles. Et à partir du moment où vous avez traité, ben c'est foutu, il faut continuer. Voilà. Mais il y a peut-être d'autres questions qui sont intéressantes. Oui. Je suis Jean-Maurice, je suis médecin. Vous m'entendez pas là? Eh bien oui, je fais exprès. Donc voilà. Moi, je dois être un optimiste quelque part parce que même s'il peut y avoir la mort dans le pré, c'est toujours des drames humains. Je pense que la vie est dans le pré, hein, parce que les progrès de l'agriculture, la mécanisation
mondialisation et ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça a mis une grande partie du monde à l'abri de la famine. Ce qui ne veut pas dire que tout ce qu'on fait est bien fait. J'en veux pour preuve mon expérience, parce que j'ai quelques années dans le pays, là. Je me souviens dans les années 80, avoir vu débouler dans mon cabinet des agriculteurs dégueulant tripes et poyaux au bout du rang parce qu'ils traitaient avec des insecticides. Tu te souviens, c'était un produit pour les araignées rouges ou un truc comme ça. Et comme c'était mal utilisé, avec des concentrations sans doute importantes, ça les rendait malades. Ça les rendait malades. Donc le danger de ces produits, on en est bien convaincu. Maintenant, il ne faut pas faire peur aux gens, parce qu'il y a aussi un petit peu de psychose là autour. Ce que j'observe, c'est que quand vous dites l'augmentation du nombre de cancers, dans ce que vous dites là, quelque part, on peut l'interpréter comme on rattache tous les cancers aux produits phytosanitaires, ce qui n'est pas le cas. Donc oui, il y a une augmentation des cancers, on en cherche beaucoup plus, on en trouve plus, on vieillit, moyennant quoi, même si ces produits sont des poisons, je le reconnais, mal utilisés, trop utilisés, il n'empêche que globalement, la santé s'améliore. On vit plus vieux. Ça dérange de dire, moi, je vous invite à venir au colloque parisien. On est encore là-dedans, voyez-vous, on est en train de préparer avec la Ligue contre le cancer les états généraux du cancer. Donc j'y étais, je participe, comme j'ai participé aux états généraux de l'alimentation. On ne peut pas vous dire ça, on ne peut pas vous laisser dire ça quand vous me dites on cherche davantage le cancer. Mais en tant que médecin, vous savez qu'un cancer, si on ne cherche pas, on le trouve. Non mais attendez, on le trouve. Mais le problème, c'est de ne pas laisser penser que tous les cancers sont de cette origine. Mais pas du tout, c'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai parlé de multifactoriel. Oui. Alors, oui. J'ai bien insisté là-dessus en précisant que ça ne venait pas seulement de là. C'est la première des choses que j'ai dit, j'ai parlé de multifactoriel. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, alors, on passe à la culture raisonnée, mais disons quand même qu'il y a quand même des progrès qui sont faits, même si on doit aller vers zéro phyto, des produits bio, dont on ne connaît pas le danger d'ailleurs. Hein, ah ben voyons. Hein, parce que, très honnêtement, je vais vous dire une chose. Dans les produits bio, il y a la bouillie bordelaise. Ah, arrêtez avec ça. Vous l'utilisez pas en bio, on l'utilise. Écoutez, docteur, c'est des métaux lourds, les métaux lourds sont très toxiques, vous le savez. La bouillie bordelaise, elle a été inventée par un Charentais, le professeur Libéro Gaillon. On a traité avec du cuivre jusque dans les années 1960. Mon père était né en 1922. Il était coupeur de cuivre, il n'est pas mort à 79 ans d'un cancer du cuivre, il est mort parce qu'il fumait. Et il avait été en Allemagne, il était revenu avec un poumon en moins. Mais arrêtez de dire des conneries pareilles. C'est pas acceptable. Ça donne aussi les cancers de la vessie. Alors, le cuivre, c'est les bases. Il n'empêche que quand même, l'utilisation de ces produits est quand même faite de façon plus intelligente. Vous savez que là, ces produits nous ont évité une catastrophe. Non. Avec la cicadelle, si on n'avait pas eu remis en place le traitement, on aurait eu le même catastrophe que le phylloxéra. La même chose que le phylloxéra. Ah, arrêtez. C'est pas vrai. Non, c'est vrai. Non. Attendez, vous plaisantez, si ça avait été pris à temps. Et de toute façon, Si ça avait été pris à temps, si on avait observé correctement, plutôt que de croire que ça agissait parce qu'on pensait que c'était des pesticides qui avaient été la vie, on aurait peut-être évité une catastrophe. Mais quand vous voyez, en tant que médecin, vous me choquez beaucoup. Non, parce que moi, vous ne me laissez pas finir. Vous me laissez pas finir. Vous savez comment se font les traitements maintenant. Oui, on le sait, monsieur. On le sait. On ne les fait pas n'importe comment, on les fait sur autorisation, on les fait par obligation. Mais vous plaisantez, vous avez un problème parce que visiblement vous ne connaissez pas le sujet. Quand vous me dites qu'on trouve des cancers parce qu'aujourd'hui on est capable de les diagnostiquer plus tôt. C'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit. Vous êtes en train de dire j'ai dit qu'on en trouvait peut-être plus. nouveaux cas par an, 400 000 nouveaux cas par an. C'est-à-dire que par rapport à l'année dernière, quand je disais plus de 1000 nouveaux cas par jour, on est maintenant à plus de 1100 nouveaux cas par jour. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Institut du cancer. Bon, et quand vous dites que c'est la population qui vieillit, regardez bien,
Les anciens qui ont vécu proprement leur jeunesse et leur enfance vivent plutôt vieux, même s'ils avaient faim, et à l'époque c'était des problèmes de maladie qui se transmettaient, et il y a un problème d'hygiène. Vous prenez dans les villes il y a 30 ans, et encore 30 ou 35 ans, vous aviez des toilettes pour tout l'immeuble. Aujourd'hui, on a beaucoup avancé au Bien niveau sûr, hygiène, ça fait et beaucoup, on a moins de il n'y a pas maladies. que ça qui a Mais fait. les maladies Il n'y a pas que ça chroniques, qui a fait. les maladies chroniques, on sait aujourd'hui à travers toutes les publications internationales, scientifiques, à relecture, c'est-à-dire que ce n'est pas des rigolos, c'est des relectures qui ont été faites par des pairs, et toutes ces communications qui sont faites, elles vont là-dedans. Alors une fois de plus, c'est multifactoriel. Dans les peintures qu'on a dans les maisons, dans les choses pour protéger Les produits de la maison canapés, aussi. L'école. donc, si vous À voulez, il y a utiliser ça. l'école, c'est dangereux. Mais arrêtez de dire que c'est vrai que les agriculteurs, on essaye de les protéger davantage, et tant mieux, en leur faisant mettre les masques. Mais le môme qui passe à C'était côté, jamais qu'on respecté. rencontrait- C'était jamais Attendez, respecté. le petit môme qui passe à côté ou qui joue au C'est foot pas à la côté dose comme qui un fait la d'arriver, toxicité. eh bien on va faire. Et puis ça ça qui est veut pas dire bon. qu'on ne va pas le voir tout de suite. Et si vous voulez, moi je vous invite à, parce que ça, ce qu'on a fait avec la Massif, la fondation Massif, c'est pas pour embêter les agriculteurs, c'est pour informer la population. Parce qu'à la Massif, ils nous l'ont dit, ils nous l'ont redit, ils ont de plus en plus de problèmes, ça coûte très cher aux assurances. Eh bien, il faut qu'on sache, il faut que la population sache les incidences que cela a. Une femme enceinte qui, au moment où il ne fallait pas, est passée ou a touché un pesticide, peut-être chez elle, parce qu'elle va utiliser les anti-moustiques ou les trucs pour les chiens avec le fipronil et le restant, eh bien peut-être qu'à cause de ça, elle aura un enfant qui va développer une leucémie très tôt. Et quand vous parlez des anciens, allez dans les hôpitaux et vous verrez qu'il y a des enfants qui naissent quasiment avec des cancers, parce que les perturbateurs endocriniens font que... Et là, on ne peut pas laisser un médecin dire des choses pareilles. Moi, je vous invite à lire la littérature médicale et la littérature scientifique, et vous comprendrez. Moi, je vais vous donner une réponse. Et je voudrais apporter une réponse par rapport à la cicadelle. Il faut qu'on arrête avec ça. D'abord, il y a un problème de prophylaxie qui n'a pas été fait, sérieusement et pris en charge. Et deuxièmement, les produits qui sont utilisés sont extrêmement dangereux. Et Frédéric, le cas qui m'intéresse, c'est pourquoi je suis venu, quand il venait de traiter, parce qu'il y a eu l'obligation de traiter bien entendu, quand il arrivait, il pissait le sang et il vomissait tripes et boyaux. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux? Non, ben merde alors. C'est la vie d'un homme ou c'est la vie d'une petite vigne? Chez nous, la prophylaxie, elle s'est faite. Oui, mais c'est pas fait de assez tôt. Et on parle avec le micro aussi. Qui veut un micro? Le micro, il est là. Moi, je voulais intervenir. Moi, je trouve que ce film est extrêmement bien fait et à chaque moment, enfin dans l'ensemble du film, il aborde à peu près tous les points de vue et toutes les causes liées à ces problèmes-là. Moi, quand je regarde ça, si on essaye de prendre un peu de hauteur, on s'aperçoit que là-dedans, si vous vous posez la question, qui sont les gagnants, qui sont les perdants? Tous ici, les citoyens, ce que j'appellerais les citoyens, on est tous perdants là-dedans, les agriculteurs y compris, les consommateurs, nos enfants, tout le monde. Voilà. Et qui sont les gagnants? Qui sont les gagnants? Vous avez la réponse. D'accord? Bon. Et quand on voit les problématiques qui sont abordées, c'est-à-dire qu'on est obligé de payer l'argent public, payer la dépollution de l'eau, on est obligé de payer les problèmes de santé publique qui sont grandissants, on a des problèmes de lobbying à l'Europe, on a des problèmes de conflits d'intérêts à tous les étages. Enfin, voilà. Donc là c'est la démocratie qui est en péril pour moi. Voilà. Et donc je pense qu'il faut qu'on ait bien ça en tête pour que ce soit les citoyens et les consommateurs et les producteurs ensemble qui se bougent, parce que c'est notre démocratie qui est en jeu. Voilà, au-delà des bisbilles qu'on peut avoir au quotidien, quoi. C'est ça, mais il faut qu'on redonne, il faut qu'on remette aussi certaines personnes au travail pour que les agriculteurs, plutôt que d'utiliser des produits, puissent aussi utiliser de la main-d'œuvre. Et je pense que l'argent qu'on met aujourd'hui pour prendre en charge ce type de maladie ou les décontaminations de l'eau ou d'autres décontaminations, eh bien on devrait les mettre davantage pour aider justement à ce qu'on puisse, au niveau de l'agriculture, avoir plus de main-d'œuvre et utiliser beaucoup moins de produits. C'est une des solutions aussi.
les bénéfices sont privatisés et les inconvénients, c'est Sont l'argent public. nationalisés. Quoi. Voilà. Mais il faut qu'on l'utilise à bon escient, effectivement. Allez, on passe à autre chose. C'est quelqu'un qui a le micro. Non, bah, ça redevient un peu décalé, mais je vais rebondir aussi parce que j'ai été choquée comme Maria d'entendre un médecin qui parle en gros continuons de Oui. qu'on a des problèmes de famille. Moi, ça me fait pas sourire. Hein. Alimentaire Je vous le dis. en Europe, c'est les années 60. C'est un peu ce que vous avez dit. Ouais, il y a Écoutez, des, franchement, il y a des limites, on perd du temps. Hein. Ce que vous avez dit, c'est qu'il y a des problèmes de famine. Non, en Europe, on n'a plus des Non, problèmes non. de famine, on a des problèmes de malnutrition parce qu'on a de la malbouffe. Enfin, voilà. Et je vous renvoie quand même, il y a quand même des études qui ont été faites. Regardez les études de Solagro, les études de l'ISAB. Aujourd'hui, pour nourrir la planète, on a besoin de quoi? De l'agroécologie, de l'agriculture bio. Et ça nourrira la planète. Voilà. Le productivisme est en chute libre au niveau des productions. Oui, maintenant, oui. Chacun son tour, ouais. Merci de Ah ben, de faut la serrer, parole. hein. Donc je ne fais pas trop long. Bonjour, je vais juste répondre à Patricia. C'est rien. Donc j'ai jamais dit que le bio diminuait. Hein. Vu qu'on y va, je sais très bien qu'il augmente. Oui, non, mais je sais très bien qu'il augmente, mais j'ai juste cité un exemple. Le bio, c'est pas non plus le paradis, c'est compliqué. Voilà ce que je voulais dire. Et le bio pour le reste, j'en suis tout à fait conscient. D'ailleurs, je ne me lancerai pas là-dedans si vous ne croyez pas. Donc voilà pour le bio, donc il ne faut pas nous faire dire quand même n'importe quoi aussi. Donc, on essaye de vous expliquer qu'on fait des efforts, les utilisateurs, donc écoutez-nous. Enfin, alors s'il faut que vous dire qu'on fait des conneries, je pense que les conneries on les paye, ça a été dit en reportage, par les chambres d'agriculture dans le temps, tout ça, qui nous ont poussés. Moi j'étais à l'école, on m'a appris, j'avais un prof de vitique, c'était 6 masiles, 2 fois par an, terminé. J'ai eu un contrôle, j'ai dit, bah, moi je laboure aussi, mon père labourait, j'ai fait des labourer, j'ai fait un carton. Voilà ce que vous apprenez, au bout d'un moment, il faut comprendre ce qu'on a vécu. Donc aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait pris conscience, on va changer, mais ça ne se fait pas comme ça en famille. Ah non. Non, attendez. Laissez-moi finir. Pour la flavescence, nous ici en Bourgogne, on a été exemplaires au niveau de la prophylaxie. Il y a eu une année, 100% du département traité, l'année d'après, 80% de moins. On n'est plus que dans le foyer historique. On se bagarre pour justement qu'il y ait des communes à zéro traitement. Donc voilà, et là c'est la RAF qui veut nous faire traiter. Bon, ça c'est pas terminé, mais voilà, on est comme grâce à la prospection. Voilà, on a respecté tout ça. Je pense que là-dessus, on ne peut pas vous laisser dire qu'on n'a pas fait la prophylaxie. Pour répondre à monsieur Dame de Clessé, je ne sais pas, il n'écoute pas, je l'attends. Oui, messieurs, je ne sais pas si vous me reconnaissez, on avait fait une réunion chez vous à Clessé avec le maire. Et je pense que l'erreur qu'on a fait à Clessé, c'est la seule commune qu'on a fait avec les riverains qui se plaignaient, donc vous deux, et puis quelques vignerons, mais il y avait un vigneron de Clessé. Je pense que c'est une erreur, parce que toutes les autres communes, on a invité tout le monde, et ça s'est beaucoup mieux passé. Bon, visiblement, ça s'est dégradé, il faudrait quand même qu'on y retourne, qu'on aille avec le maire, parce que recevoir des lettres de mail. Ça serait bien qu'il soit là d'ailleurs ce soir. Pas des lettres, hein. Pas des lettres, des propos. Ou des propos, ouais. Mais je pourrais revoir M. Charlier et retourner avec les vignerons, parce que c'est vrai que c'est un souci. C'est pas acceptable. Il y a d'autres gens qui se plaignent et qui sont venus nous rejoindre. Rendez-vous à Clessé bientôt, on ira voir ça. Moi, je voudrais savoir si dans la salle, il y a d'autres élus. Juste pour voir, parce que je trouve ça quand même exemplaire. Ben voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même extraordinaire. Vous êtes quand même très peu. Alors, je disais que des soirées comme celle-ci, qui sont quand même intéressantes, et nos élus ont une responsabilité sociétale. Eh bien, je trouve que nous avons 2 personnes, on ne peut que les féliciter. 3, pardon. Ah ben vous êtes maire aussi, désolé. Mais bon, je pense que c'est important effectivement qu'on puisse dans ce genre de réunion échanger et en même temps que les élus prennent conscience de la nécessité de travailler en commun et de faire en sorte qu'on change la donne. Et moi je dis que c'est bien que vous soyez là parce que ça permet de se comprendre. Oui. Pas longtemps, je voulais simplement dire que le foyer d'un mauvais œil, le monde bio, c'est pas du tout vrai. Non mais on
Je vais simplement le confirmer parce que... Alors, moi, bonsoir, je vais juste faire une remarque et une question. Moi, je suis agriculteur et viticulteur. Ma remarque, c'est que le débat entre conventionnel et bio, je vais juste quand même signaler qu'il y a des stades intermédiaires. Je pense au label haute valeur environnementale. Je peux très très bien comprendre que des gens de ma génération, j'ai plus de 60 ans, ont plongé dans la chimie à une certaine époque parce qu'on facilitait le boulot, etc. Mais aujourd'hui, il faut en sortir. Et on peut en sortir très progressivement sans avoir une bagarre entre le conventionnel et le bio. Et il y a des stades entre les deux qui permettent d'arriver au bio progressivement. Et notamment, il y a un label qui s'appelle haute valeur environnementale qui est très utilisé en Champagne par les vignerons et qui permet progressivement d'aller vers le bio. Voilà, c'était ma remarque. Ma question, c'est qui est-ce qui va nous sortir de ce cercle vicieux de cette agriculture très dangereuse? Qui est-ce qui va le faire? Et mon point de vue, c'est est-ce que ce n'est pas la société civile qui va le faire? Parce que vous faites un gros travail au niveau du politique, c'est très très bien de le faire. Je fais un parallèle avec d'autres secteurs d'activité qui n'ont rien à voir avec l'agriculture. Regardez ce qui se passe avec les armes aujourd'hui aux États-Unis, c'est les lycéens qui vont faire bouger les choses. Regardez ce qui se passe avec le harcèlement, le viol des femmes, c'est la presse, c'est les femmes qui font bouger les choses, c'est la société civile. Est-ce qu'on n'a pas un mouvement, est-ce que vous ne voyez pas un mouvement de la part des consommateurs qui aujourd'hui, je dirais, enclenche un peu le travail que vous faites au niveau politique pour faire évoluer les choses? Moi, je donne des cours à des jeunes à Paris qui travaillent dans le milieu du vin. Et en fait, je vois à Paris, il y a énormément de gens, de jeunes, la nouvelle génération, ils ne veulent plus que du bio, du biodynamie. Voir des vins sans soufre, mais ça sans un autre débat, c'est parce qu'on était trop loin, on a fait des excès. Aujourd'hui, il y a des gens sans bouteille, il y a des gens sans viande, il y a des gens sans soufre. Tout ça, c'est parce que c'est une réaction à l'opposé des excès qui ont été faits dans tous les domaines, je dirais. Et le problème de l'agriculture et de l'agriculture aujourd'hui, c'est qu'il y a un gros mouvement. Alors, on les appelle des bobos, on dit, dans le milieu urbain, mais enfin, en attendant, c'est les gens qui permettent de faire évoluer les choses et qui rejettent toute l'agriculture dont on parle depuis tout à l'heure. Donc est-ce que vous voyez ce genre de mouvement? Alors, moi, le genre de mouvement, si vous voulez, moi, je peux vous dire que ça fait quand même 30 et quelques années que je suis consciente de la problématique. Dès le début des 92, quand il y a eu le sommet de Rio, on était absolument conscient de ce qui se passait, on a alerté. Et on a malheureusement, je dirais, on est au-delà des prévisions les plus noires qui étaient mises en avant à cette époque. Hein. On aurait préféré que ça soit le contraire. On a continué à le faire. J'ai travaillé dans le domaine de la bio parce que moi-même, en tant que responsable d'entreprise, on est parti en bio en 84. Je peux vous dire qu'on a essuyé tous les plâtres. J'ai fait partie des gens qui vraiment travaillaient sur la réglementation, donc la mise en place des cahiers des charges. J'étais au ministère de l'Agriculture au niveau des commissions. Je suis actuellement encore au Comité national de l'agriculture biologique. Et c'est aussi, il faut que ça serve aussi aux autres agricultures, c'est-à-dire ce qu'on a pu apporter nous au niveau de la transformation ou du stockage par exemple, de dire qu'en ventilant et en réfrigérant, on évitait les pesticides dans les silos. Il y a maintenant un grand nombre de gens qui le font. Il a fallu l'expliquer longtemps, on est passé pour des andouilles pendant longtemps, mais on ne regrette pas du tout. Mais la société civile a cet avantage, c'est que nous, on n'attend rien, on n'attend pas d'argent derrière. Moi, je ne suis pas du tout élue, hein, et le travail que je fais est un travail bénévole à tout niveau, mais un certain nombre à le faire. Mais je pense que ça a été utile de lancer des alertes pour qu'ensuite on prenne conscience d'eux. Et on a travaillé tout le temps avec des scientifiques. Et le travail qui est fait avec les scientifiques et la société civile a permis ensuite aux politiques de prendre certaines mesures et de continuer. Il faut qu'on aille plus loin, effectivement. Mais moi, ce que je voudrais, ce dont on rêve, c'est de se dire, à partir du moment où on informe le plus possible de population, à partir du moment où les gens savent, eh bien, ils vont prendre leurs responsabilités. Quand je vois l'évolution qu'il y a eu en quelques années dans le secteur, parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était plutôt fermé. Aujourd'hui, je vois une avancée parce que je vois une écoute et je vois que les gens autour ont envie d'avancer. Il faut qu'on aille plus vite, mais pour aller plus vite, il faut qu'ensemble, on pose les problématiques. Et à partir du moment où on le fait, si ça n'avance pas, eh bien, ça sera avec des textes de loi. Parce qu'on est dans un virage où on est un peu face au mur et on ne peut pas continuer à accélérer. Donc, il vaut mieux qu'on continue à dialoguer, mais qu'on aille quand même vite pour modifier les choses. Et une fois de plus, les gens ont effectivement une ouverture beaucoup plus importante. Même au niveau des scientifiques qui ont été souvent sous la coupe des firmes agro, notamment au niveau du ministère de l'Agriculture. On voit aujourd'hui les jeunes, mardi, dans les commissions où nous étions par rapport à cette préparation des états généraux sur le cancer, eh bien vous aviez les anciens chercheurs qui ont toujours été sous cette coupe et qui ont un peu la trouille parce qu'il y a les lobbies derrière
qui avaient la tête dans le mur, et vous aviez une partie des jeunes entre 30 et 40 ans qui, eux, sont conscients, qui se sont mis à manger différemment et qui ont des enfants. Donc c'est à ces moments-là qu'on se pose aussi des questions sur l'avenir et sur la vie, et qui ont envie de faire. Et je pense que si le changement ne se fait pas de façon harmonieuse, parce que les gens ont pris conscience et font, ça sera des textes de loi, parce que ces jeunes-là n'ont pas du tout envie de subir ce qui se passe actuellement. Donc oui, je pense que la société civile réagit, et que ça viendra aussi par les textes de loi si ça ne se fait pas autrement, comme c'est arrivé pour les communes. Pendant longtemps, on a dit aux gens dans les communes, arrêtez de traiter, il vaut mieux avoir de l'herbe que d'empoisonner nos gamins. Eh bien, il a fallu la loi Labbé, mais il a fallu se battre fortement au Sénat. Et aujourd'hui, les élus sont capables d'expliquer à leurs concitoyens, même s'ils subissent des critiques, parce qu'ils en subissent beaucoup, en disant il y a de l'herbe. Mais oui, mais il vaut mieux avoir de l'herbe que des produits. Et le village où j'habite, le maire, qui est parfaitement au courant, puisqu'on fait régulièrement des réunions, eh bien, ils étaient encore en train de traiter parce qu'il y avait de la mousse sur les bancs de l'école. Alors on leur a dit, il vaut mieux qu'ils s'assoient sur la mousse, sur un produit en plus qui était absolument pas autorisé. Mais inconsciemment, les gens le font sans savoir, et c'est à travers les textes de loi qu'on l'a fait. S'il vous plaît, je voudrais rebondir un peu sur les traitements. En tant que riveraine, en plein milieu de Pouilly, entourée de vignes de partout. Comment faire pour savoir quand sera, par exemple, pulvérisé ce fameux produit contre le cicadelle? Il y a une parce obligation. que vous rentrez chez vous et c'est irrespirable de partout. Ça rentre par les fenêtres, ça rentre partout. Et on ne peut plus dormir, on ne peut plus rien faire. Donc on n'est pas averti, la population n'est pas avertie, on subit. Il faut que vous teniez informés, parce que le maire a l'obligation de tenir les concitoyens avertis. Et puis par ailleurs... Excusez-moi, mais j'ai déjà appelé le maire et il me dit le viticulteur il fait comme il veut quand il veut. Eh bien vous écrivez au préfet. Et c'est tout ce que j'ai entendu. Votre maire, il faut absolument le traduire à ce moment-là, il faut déposer une plainte contre le maire. Moi je vous conseille de le faire parce qu'il a des responsabilités énormes et il doit vous avertir. Donc vous ne pouvez pas, mais elle est allée, mais s'il n'entend pas, vous allez plus loin. Hein. Parce qu'un maire a l'obligation de faire, maintenant il y a des obligations, donc il faut qu'il respecte. Et puis au niveau de ces traitements, vous pouvez suivre, hein, vous pouvez regarder aussi s'il y a du vent ou pas, on a fait un document pour ça. Et sur les sites internet. Eh ben voilà. Oui, mais ils ne viennent pas chez vous. Mais vous avez raison. Vous savez, s'il y a des élus qui sont plus conscients que d'autres, moi je pense que c'est intéressant que vous ayez des réunions. Mais c'est bien. Moi, je le dis, en 2 ans, je l'ai vu l'évolution. Donc il faut que vous arriviez à ce moment. Ok, monsieur. Pardon? Certaines réunions sont à invitation limitée. C'est embêtant. Oui, parce que Marc, je connais bien, j'ai jamais été invité, je suis représentant d'une commission viticole et membre de France Agrimaire au comité de bois et plan. Je suis à Festance Dorée, depuis 2012, je suis dedans, 2012 exactement, j'ai jamais été informé d'une réunion locale. Et je peux tout dire ce qui se passe au national, j'ai été avec Jérôme Desté, président de tout le truc PD, donc je suis tout au courant de ce qui se passe au niveau national. J'ai jamais été invité, et j'ai un collègue ici présent qui est invité à Prissé. Il n'y avait pas beaucoup de personnes civiles autres que les prix. C'était fermé. L'invitation est fermée. Et on s'est annoncé dans le GSA comme une élection publique. Vous donnerez ça à tous les petits du coin. Il y a une question. Oui, moi, monsieur. je peux revenir sur la société civile. Localement, enfin, il y a un gros boulot à faire par les paysans, c'est bien évident, et on ne peut pas continuer à aller même moins vite dans la mauvaise direction, c'est toujours la mauvaise direction, mais une des réponses, elle est aussi chez les consommateurs, et à Pont-de-Vaux, à Saint-Bénigne, on a créé une AMAP, on a une dizaine de producteurs en bio, il y a des producteurs, il y a des maraîchers qui s'installent en bio localement, il y en a à Crusilles, il y en a dans le coin. Il faut que les consommateurs
ils aillent aussi chercher des produits qui les empoisonnent pas. Et quand on circule, quand on fonctionne en circuit court, on est dans des tarifs qui sont absolument pas dissuasifs pour des produits bio et faut vraiment aussi que les consommateurs, ils arrêtent de courir aux soi-disant moins chers qui nous coûtent trop cher et d'aller choisir des bons produits. Il y a des structures pour ça. À Map de Israël, il y a un site et vous pouvez aller voir. Alors, si vous voulez, là, il y a eu une désinformation. Il y a eu une désinformation pendant des années. Et si vous voulez, prenez le consommateur lambda dans la rue, vous leur parlez de bio, ils vont dire on connaît. Oui, mais ils ne savent pas vraiment ce que c'est que le bio. Globalement, les gens ne savent pas. Ils savent, à la limite, ils disent en agriculture, on n'utilise pas de produits, mais ils ne savent pas du tout que c'est toute la chaîne alimentaire. Moi, je vais vous parler de l'huile. C'est un exemple que je donne souvent. Vous avez la graine qui aura été déjà enrobée d'un pesticide. Elle va être traitée dans le champ une dizaine de fois, voire 15 fois. Et puis, quand elle arrive chez l'organisme stockeur, on va remettre une fumigation de pesticides pour la conserver. Et quand elle arrive à l'huilerie, ben, c'est pas grave si elle est un peu moisie ou autre, parce que pour extraire l'huile, on va passer dans un solvant comme l'hexane ou l'acétone. On rince à l'acide sulfurique et à la lessive de soude. Et ensuite, derrière, on va éventuellement décolorer ou recolorer. Et on ajoute des vitamines de synthèse ou des oméga de synthèse. Et c'est comme ça qu'on vous dit, votre huile est vitaminée. C'est fantastique. Qu'est-ce qui reste de la valeur de la plante? Quand vous êtes en bio, cette graine, elle n'aura pas le droit d'être traitée. Elle va être bio ou non traitée parce qu'il n'y en a pas suffisamment, il peut y avoir des dérogations. Et puis derrière, eh bien, une fois qu'elle a été travaillée dans le champ, où on aura mis des engrais naturels, des composts, on va utiliser des extraits de plantes parce qu'il faut aussi lutter contre certaines maladies, etc. On va la collecter, on va la nettoyer de manière approfondie pour qu'elle se conserve mieux en silo, on ventile et on réfrigère. Et ensuite, quand elle arrive à l'huilerie pour être extraite, pour préparer l'huile, eh bien, il va falloir que ça soit une graine très saine, parce que comme elle ne passe que dans une machine pression et ensuite filtrée sur buvard, si vous avez des graines qui sont moisies ou si vous avez des graines qui ne sont pas bonnes, on va les retrouver. Et comme en bio, on a les mêmes obligations réglementaires qu'en conventionnel d'avoir des produits qui soient de qualité, de bonne qualité pour la santé, eh bien, vous allez avoir les valeurs réelles de la graine et vous allez avoir une huile qui, par exemple, l'huile de colza qui est bonne pour les problèmes cardiovasculaires, eh bien vous aurez réellement les bons effets de ces produits, alors que quand vous achetez une huile de colza conventionnelle et qu'elle est passée par ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, vous n'avez pas du tout les mêmes valeurs. Et ça, eh bien je ne sais pas combien de consommateurs dans la rue vous pouvez arrêter qui soient capables de vous expliquer ceci. De dire que les animaux ne mangent pas la même chose puisqu'ils n'ont pas le droit aux antibiotiques directement dedans, etc. Et il y a cette désinformation et du coup, les consommateurs ne viennent pas forcément dans les AMAP parce qu'ils ne sont pas au courant. Ben oui. Mais j'essaye de ne pas dire tous les mensonges parce que je me fais rattraper. On peut être vache. Non, j'évite parce que je suis surveillée. Moi, je voulais intervenir sur la question des cancers et de la détection des cancers, parce que notre ami médecin nous a dit que c'est parce qu'on les détectait mieux que finalement il y en avait plus. Alors, il faut savoir une chose très simple, c'est que dans ce domaine-là, si on détecte les cancers, disons, 3 ans plus tôt qu'avant, parce que les progrès ont été faits et on les détecte mieux. Il se passe quoi? C'est que pendant effectivement 3 ans, vous en avez un peu plus, puisqu'on les détecte plus tôt. Et si au bout de 3 ans, vous continuez d'en détecter plus, ben c'est parce qu'il y en a plus à ce moment-là. Et là, on se retrouve exactement dans la même problématique qui a eu lieu, par exemple, par rapport à Tchernobyl, et la question de la thyroïde. Les Corses, par exemple, il a fallu qu'ils fassent faire des études par des chercheurs italiens pour démontrer qu'effectivement, il y avait toujours des résidus de Tchernobyl et que la thyroïde, ça n'arrête pas d'augmenter, etc., etc. Et c'est pas parce qu'on détecte mieux les thyroïdes, effectivement, il y a eu des progrès. Et 25 ans, 30 ans après, on en détecte toujours plus. Voilà. C'est juste une rectification parce que nous dire que c'est parce qu'on les détecte mieux, depuis
50 ans environ, on connaît à peu près les cancers, on les soigne mieux qu'avant sans doute, mais on n'en trouve pas plus qu'avant. Non, mais Juste parce que on les détecte mieux, on en trouve plus qu'avant, parce qu'effectivement, il y en a plus. Non, mais ceci dit, les chiffres sont là, c'est-à-dire qu'il y a une trentaine d'années, c'était 100 000 nouveaux cas par an, et là, on est à 400 000. Voilà. Et ça, c'est incontestable, parce que malheureusement, on le fait. Mais s'il n'y avait que ça, mais vous avez toutes les autres maladies dégénératives qui sont avec. Et vous avez tous les problèmes, je vous dis, avec les enfants, vous avez tout ça qui s'ajoute. Et il faut qu'on réagisse, c'est tout. Mais je pense qu'on est... Enfin, je ne sais pas si vous avez... Non, vous voulez continuer. Permission de minuit. Vous aviez une question? Allez-y. Je vais intervenir en tant que maman inquiète. Maman inquiète, les filles qui animent. Donc moi en fait il y a 6 ans avec ma famille on s'est installé à Pierre-Clos, le beau village, magnifique, super ambiance, voilà. Et effectivement l'idylle a vite tourné au cauchemar. Donc moi j'étais enceinte quand on est arrivé. Et bon c'était en hiver, j'ai accouché en janvier, donc c'était tant mieux, je l'ai dit. Mais par contre, le cauchemar a commencé au mois d'avril-mai, quand je ne sais plus quelle période c'était, mais juin, quand les traitements contre la flavescence dorée ont été faits. Et nous, on ne savait pas du tout, on savait qu'il y avait des traitements, mais voilà, nous, on avait ouvert notre maison grande ouverte, il faisait très très chaud, à 6h du mat. Et effectivement, le viticulteur qui était à 50 mètres au-dessus, derrière la maison, a traité. Et en se réveillant le matin, en fait, tout était rentré dans la maison. Et donc, j'ai paniqué, je suis allée chercher ma fille. Et là, ça a été le début du cauchemar. Vomissement, diarrhée aiguë, c'était l'enfer à chaque période. Donc là, moi, j'avais contacté justement... j'avais déjà été à la mairie, ils m'ont dit il y a un A4 qui dit que de telle période à telle période, il y aurait 3 traitements. Oui, d'accord, on est informé, mais quelles sont les dates? Moi, je ne sais pas quand est-ce qu'il faut que je me protège, quand est-ce qu'il faut que je ferme ma maison, quel viticulteur va traiter et à quel moment. Chaque fin d'année, au mois de juin, l'école organisait une randonnée pique-nique dans les vignes, randonnée dans les vignes, pique-nique. La grosse angoisse. Alors moi, je suis passée pour une folle, c'était il y a 6 ans. Je suis allée à la mairie, je suis allée à l'école. Est-ce que vous savez si j'avais dit à l'époque la directrice, j'avais dit, est-ce que vous savez, si les enfants vont faire une balade, est-ce que les vignes ont été traitées? Elle me dit, je ne sais pas. Donc moi, j'avoue que j'ai pris sur moi, mais j'ai laissé ma fille y aller, mais c'est vrai que c'était l'angoisse. Je me dis, mais on ne sait même pas quand est-ce que les vignes sont traitées, les viticulteurs ne doivent pas pénétrer pendant 48 heures dans les vignes quand ils traitent avec ces produits hyper toxiques. Et nous, on ne sait pas. C'est-à-dire, il n'y a même pas une indication, je ne sais pas, une banderole, un truc qu'on vient traiter. On l'avait demandé au niveau de Génération Future et d'autres ONG pendant le Grenelle de l'environnement. On avait demandé est-ce qu'il y ait des affichages, les champs de maïs par exemple, où les enfants vont jouer à la cachette alors qu'ils viennent d'être traités. Et on le sait. Et vous savez que malheureusement, maintenant, dans les centres de traitement cancer des enfants au bas âge et autres, quand il y a certains types de cancers, la première chose que les professeurs demandent, c'est où est-ce que vous êtes. Mais vous savez, à la limite, par rapport à votre fille, il valait peut-être mieux qu'elle ait cette réaction immédiate sur le champ, vous avez pu vous en rendre compte et puis faire, et puis ensuite prendre vos précautions, plutôt que de laisser des situations ensuite, parce que quand c'est chronique, derrière, c'est encore autre chose. Donc on développe. Donc à la limite, vous avez, ça a été peut-être une bonne chose, parce que vous avez pu prendre vos précautions. Mais je pense que là... J'avais appelé l'association de Paris, justement qui recueillait les... C'était Génération Future, parce que c'est à l'époque où on récupérait. Voilà. Et on en a eu... sûre, mais effectivement, on en a eu énormément. Des premières mamans, on n'a que des témoignages de viticulteurs, mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus de mamans. Et moi, à l'époque, j'avais écrit mon témoignage parce que j'avais besoin de soulager mon angoisse. J'ai jamais envoyé, j'avais refermé le dossier, j'ai dit c'est pas la peine, ça m'angoisse trop, il faut que je passe à autre chose. Et là, juste pour terminer, je suis vraiment... c'est une vraie joie pour moi de voir ce qui se
passe aujourd'hui. Et si vous voulez, je pense que c'est ce genre d'échanges qui vont aussi alerter un peu plus et faire que... Mais vous savez qu'on a de plus en plus de gens qui veulent déménager. Hein. Sur Lyon, on a eu dernièrement une réunion à Lyon. Les gens qui habitent à Besnay, là où il y a les arboriculteurs, ils sont en train de vendre des maisons. Elles ne valent plus grand-chose parce qu'ils ne veulent plus rester sur ces zones. On est de plus en plus contactés sur des régions viticoles aussi, où on nous dit on ne veut plus vivre ici. Mais je pense qu'il faut prendre les choses autrement. Il faut que vous rencontriez les élus, il faut que vous rencontriez les agriculteurs, les viticulteurs, et que vous ayez vraiment des discussions qui soient positives. Et c'est pour ça que je dis que vous, qui avez quand même maintenant vu des choses, que vous alliez dire à vos collègues autour, mais il faut arrêter de vous mettre la tête dans le sac et de dire que c'est les autres qui ont tort. On a des problèmes, et il faut qu'on les affronte, il faut qu'on les regarde en face, et il faut qu'on réagisse. Parce que des cas comme les vôtres, on en a plein, des cas avec des cancers, on en a plein. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de dossiers qu'on a reçus. Il y a des procès qui vont être en cours, parce qu'on en a quelques-uns qu'on va lancer quand même. Mais voilà. Mais si vous voulez, et puis on va commencer aussi les relevés des analyses d'air. Je vous le dis, parce que ça ne va pas être ici, ça sera sur Bordeaux, mais cette année on va faire ça. Oui, moi je voulais vous répondre aussi directement, parce que je me reconnais complètement dans votre témoignage. Parce qu'au départ, moi j'ai vécu la même chose que vous. Mes enfants étaient à l'école et je me suis rendu compte qu'il y avait des pulvérisations. Un jour, les enfants ont même reçu les pulvérisations sur les bras. Et quand j'étais simple maman d'élève à essayer d'avoir un rendez-vous à la préfecture et qu'en fait on ne voulait pas, on fermait les portes, je me suis dit que toute seule j'arriverais à rien. Et c'est de là qu'est née en fait notre association. Au départ, j'ai créé un collectif. On était finalement une grosse majorité de parents d'élèves de l'école de Virey. Et puis après, donc, on s'est transformé en association. Mais, et puis on a pu donc finalement faire pas mal de choses sur Virey avec M. Desroches. Mais ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il faut jamais se dire, il faut toujours y croire, jamais se dire, on est tout seul. Oui, on dérange, effectivement, on dérange, mais il y a d'autres gens qui sont dans le même cas. Je pense qu'il faut oser, parce que c'est juste pas possible. Et en fait, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. La société civile, on joue un rôle très important, et si on n'était pas là, nous, les lanceurs d'alerte, je pense que voilà, on n'aurait pas encore tout ça. Voilà. Et ce que j'aimerais aussi faire passer comme message, c'est vrai qu'on demande, nous toujours, on a demandé dès le début, quand on vous a rencontrés, à ce que les gens soient prévenus quand il y a des traitements. Parce que c'est vrai que même les gens qui se promènent, ils ne savent pas. Et nous, des fois, moi j'ai des élèves en responsabilité, je suis responsable d'eux, des fois on les emmène en sortie. Il y a des vignes, on ne sait même pas si ça a été traité. J'ai des témoignages d'adhérents qui disent, voilà, j'essaye d'aller par mon voisin, j'ose même pas lui dire quand il va traiter parce que j'ai peur. Quand je demande, excusez-moi, est-ce que vous pourriez juste me dire quel produit vous utilisez, on ne peut pas me répondre. Voilà, on a eu quelque chose qui est quand même révélateur du climat. C'est vrai qu'avec les présidents des ODG, on a un dialogue, c'est vrai. Mais à la base, ça reste encore très compliqué d'aller parler avec ses voisins. Par exemple, ce qui était très révélateur, quand l'émission Cache Investigation est venue nous interviewer au mois d'octobre, donc l'émission est sortie récemment fin février, la journaliste m'a demandé de trouver une famille de riverains avec des enfants